Le 1er juillet 1944, base aérienne de Hollandia, Nouvelle-Guinée. 4 P-38 Lightning atterrissent après 6h30 au-dessus du territoire ennemi. 3 pilotes descendent avec des jauges de carburant indiquant presque vide. Peut-être 50 gallons restant dans leur réservoir. Le 4e avion, piloté par un civil de 42 ans, montre encore 210 gallons restants. Même mission, même météo, même avion. Mais d'une manière ou d'une autre, ce pilote a utilisé 200 gallons de carburant, de moins que les meilleurs pilotes de chasse du Pacifique. Le chef de l'équipe au sol fixe sa jauge de carburant, puis la vérifie à nouveau. Pendant des mois, les pilotes américains avaient piloté ces chasseurs bimoteurs, exactement comme le manuel l'exigeait. 2200 tours par minute, réglage de mélange auto-riche, suivant chaque procédure inculquée depuis l'école de pilotage. On leur avait enseigné que s'écarter de ces normes détruirait leur moteur, que fonctionner en surcarré, haute pression d'admission avec bas régime, était un suicide en aviation. Mais debout sur cette piste d'atterrissage de Nouvelle-Guinée, regardant des relevés de carburant qui défiaient tout ce que les forces aériennes de l'armée croyaient sur la gestion des moteurs, une question planait dans l'air humide du Pacifique. Et si tout ce qu'on leur avait enseigné sur le pilotage était faux, la partie de dames durait depuis 20 minutes lorsque le coup frappa à la porte moustiquaire. Le colonel Charles MacDonald leva à peine les yeux des cases rouges et noires, son esprit calculant encore les mouvements tandis que la chaleur de l'après-midi pesait sur leur quartier général de fortune à la base aérienne de Hollandia. Le lieutenant-colonel Merrill Smith était assis en face de lui, également absorbé par leur divertissement improvisé, l'une des rares distractions disponibles dans ce coin de la Nouvelle-Guinée néerlandaise. « Excusez-moi, messieurs. » La voix portait une autorité tranquille, qui fit enfin regarder MacDonald vers l'embrasure de la porte. Un homme d'âge mûr en kaki marine se tenait là, son uniforme impeccable malgré l'humidité. « Je suis Charles Lindbergh. » La main de MacDonald se figea à mi-chemin d'un pion de dame. Le nom resta suspendu dans l'air, comme de la fumée d'un avion écrasé. Les yeux de Smith s'élargirent légèrement, mais MacDonald se retrouva à fixer ce civil d'apparence ordinaire, essayant de réconcilier la légende avec l'homme debout devant eux. Ce Charles Lindbergh, celui qui a volé en solitaire jusqu'à Paris il y a 17 ans. Le général Hutchinson m'a envoyé, continua Lindbergh en entrant dans leur quartier exigu. Il pensait que je pourrais discuter des opérations de combat du P-38 avec vous. MacDonald se leva lentement, la partie de dames oubliée. À 29 ans, il commandait le 475e groupe de chasse, mais il avait grandi en lisant sur la traversée de l'Atlantique de Lindbergh. Chaque pilote en Amérique avait l'esprit de Saint-Louis était plus que de l'histoire de l'aviation. C'était le moment où le vol s'était transformé de cascade de cirque en véritable transport. Et maintenant, ce même pilote se tenait dans leur tente, posant des questions sur leur réalité quotidienne de mission à travers le vaste Pacifique. « Bien sûr, monsieur Lindbergh, veuillez vous asseoir. » MacDonald fit un geste vers une chaise pliante, puis appela le colonel Warren Lewis. S'ils allaient discuter des opérations du P-38, Lewis devait être là. Le commandant du 433e escadron de chasse connaissait mieux que quiconque les mathématiques écrasantes de leur situation actuelle. Lewis arriva en quelques minutes, sa combinaison de vol encore humide de sueur de la séance de briefing du matin. Il jeta un regard à leur visiteur et son sang-froid professionnel se fissura légèrement. « Monsieur Lindbergh, qu'est-ce qui vous amène dans notre petit coin de paradis ?» L'ironie n'échappa à aucun d'entre eux. « Paradis ?» Si le paradis consistait en hangars métalliques cuisant sous le soleil tropical, boue qui ne séchait jamais vraiment, et bourdonnement constant d'insectes qui semblaient immunisés contre tous les répulsifs que l'intendant pouvait fournir. Mais la question de Lewis était sincère. Que pouvait vouloir l'aviateur le plus célèbre du monde avec leurs opérations de chasse ? « Je suis ici pour apprendre », répondit Lindbergh simplement, et peut-être partager quelques observations sur le vol longue distance. Lewis s'installa dans une autre chaise pliante, et MacDonald pouvait le voir mentalement passer en mode briefing. « Eh bien, monsieur Lindbergh, notre situation est assez simple. Nous volons des missions qui poussent chaque limite que ces avions ont. » Le colonel sortit une carte usée, l'étalant sur le bureau de MacDonald et poussant l'échiquier de côté. Son doigt traça des routes à travers des centaines de miles d'eau bleue du Pacifique, parsemées de minuscules îles qui semblaient insignifiantes sur papier, mais représentèrent des points de navigation de vie ou de mort pour les pilotes volant seuls au-dessus d'un océan sans fin. 6h30 à 7h, continua Lewis, sa voix prenant le ton mesuré de quelqu'un qui avait calculé ces chiffres trop de fois.
C'est ce que nous demandons à ces garçons maintenant. Des missions qui étaient impossibles il y a 1 an deviennent routinières. Et les marges de carburant. Il secoua la tête. MacDonald regarda Lindbergh étudier la carte avec l'intensité d'un ingénieur, examinant des plans. Ses yeux bleu pâle se déplaçaient systématiquement d'île en île, calculant les distances avec la précision de quelqu'un qui avait passé des décennies à penser à la portée et à l'endurance. C'était le regard d'un pilote qui comprenait que le carburant n'était pas juste un nombre sur une jauge. C'était le temps, la distance, et finalement, la survie. Le P-38L a un rayon de combat publié de 570 miles. Louis expliqua. En pratique, nous repoussons cette enveloppe à chaque mission. La procédure standard demande 2200 à 2400 tours par minute, réglage de mélange auto-riche. La consommation de carburant dépasse 100 gallons par heure au total. Lindbergh hocha lentement la tête, mais MacDonald capta quelque chose dans son expression. Pas de la confusion, mais de la reconnaissance. Comme un mécanicien entendant des symptômes qu'il avait diagnostiqués auparavant. Ces garçons reviennent épuisés, continua Lewis. 7 heures dans ce cockpit est une torture. Assis sur un parachute, radeau de secours et rame. La tension physique est une chose, mais la pression mentale, il fit un geste vers la carte à nouveau. Chaque briefing de mission devient un calcul de carburant. Combien de réserves? Combien de temps pouvons-nous rester au-dessus de la cible? Quel est notre point de non-retour absolu? MacDonald avait vu cette pression de première main. De jeunes pilotes, certains à peine 21 ans, penchés sur des tables de planification de vol avec règles à calcul et crayons, calculant des marges qui déterminaient s'ils verraient un autre lever de soleil. Trop de bons hommes avaient déjà été perdus à cause de réservoirs vides, plutôt que de balles ennemies. Les mathématiques étaient impitoyables, tomber en panne de carburant au-dessus du Pacifique, et le sauvetage était peu probable au mieux. Et ça empire, ajouta Lewis doucement. Les cibles continuent de s'éloigner. Rabaul, Wewak. Maintenant, nous parlons de missions profondément dans les Philippines. La guerre se déplace vers l'ouest, mais notre capacité en carburant ne croît pas avec elle. Lindbergh écouta sans interrompre, posant occasionnellement des questions sur les réglages de mélange, le pas de l'hélice ou les altitudes de croisière. Ces questions étaient spécifiques, techniques, et révélaient une profondeur de connaissance sur les systèmes d'avion qui surprit MacDonald. Ce n'était pas juste un nom célèbre, posant des questions polies. C'était un pilote qui comprenait la gestion des groupes motopropulseurs à un niveau que la plupart des pilotes de combat n'atteignaient jamais. « Avez-vous expérimenté avec différents réglages de croisière ?» demanda finalement Lindbergh. Lewis et MacDonald échangèrent des regards. « Les ordres techniques sont assez spécifiques, » répondit Lewis prudemment. « Nous suivons les procédures standards pour la gestion des moteurs. Haut régime, mélange riche. C'est ce qui maintient ces Allison en marche. » Quelque chose dans l'expression de Lindbergh changea presque imperceptiblement. Pas du désaccord exactement, mais le regard de quelqu'un qui avait entendu une sagesse conventionnelle qui ne correspondait pas à son expérience. « Monsieur Lindbergh, dit MacDonald lentement, vous avez mentionné des observations sur le vol longue distance. Quel genre d'observations ? Pour la première fois depuis son entrée dans leur quartier, Lindbergh sourit légèrement. Seriez-vous intéressé par une démonstration pratique ? Je me suis qualifié sur le P-38 il y a quelques jours, pilotant l'ancien avion de Dick Bong jusqu'à la base. J'aimerais rejoindre une de vos missions de combat. » La demande resta suspendue dans l'air humide entre eux. MacDonald sentit le poids du commandement s'installer sur ses épaules. Emmener un civil, même Charles Lindbergh, en opération de combat, comportait des risques qui allaient bien au-delà des paramètres de mission normaux. Mais quelque chose dans la confiance tranquille de l'homme suggérait que ce n'était pas de la curiosité oisive. « Qu'aviez-vous en tête ?» demanda MacDonald. La salle de loisirs à Hollandia avait connu des jours meilleurs, bien que MacDonald ne se souvienne pas quand. Sols en terre battue durcis par des mois de passage, toits de chaume de palmiers qui fuyaient pendant les pluies de l'après-midi, et une seule table de ping-pong qui servait de divertissement principal à l'escadron quand ils ne pilotèrent pas de mission ou n'entretenèrent pas d'avion. Des ampoules non protégées appendaient des chevrons, projetant des ombres dures qui faisaient paraître chaque visage plus vieux et plus fatigué qu'il ne devrait. MacDonald se tenait près du podium de fortune, vraiment juste une caisse en bois retournée, et étudia les pilotes assemblés du 475e groupe de chasse. 43 hommes, la plupart de moins de 25 ans, tous portant le regard de milliards qui venaient de trop d'heures au-dessus de territoires hostiles avec les jauges de carburant constamment à l'esprit. Certains perchés sur des chaises pliantes, libérés de divers dépôts de ravitaillement.
d'autres assis en tailleur sur le sol, et quelques-uns appuyés contre les murs, les bras croisés. « Messieurs, commença MacDonald, sa voix coupant à travers le murmure bas de conversation. Monsieur Lindbergh a quelque chose qu'il veut partager sur l'extension de nos capacités de portée. » Lindbergh s'avança avec la confiance mesurée de quelqu'un habitué à s'adresser à des publics sceptiques. Il portait le même kaki marine de leur réunion d'il y a 2 jours. Bien que maintenant MacDonald remarqua les petits détails qui le marquaient comme différents de l'émission standard militaire. La montre civile, l'absence d'insignes réglementaires, la façon dont il se déplaçait avec la grâce inconsciente de quelqu'un qui avait passé des décennies autour d'avions. Réduisez vos 2200 tours par minute standard à 1600, dit Lindbergh sans préambule. Pas d'échauffement, pas de contexte, juste la spécification technique qui soit, sauverait des vies, soit détruirait des moteurs. Réglez les mélanges de carburant sur auto pauvre au lieu d'auto riche. Augmentez légèrement les pressions d'admission pour compenser. Le silence qui suivit était du genre que MacDonald avait entendu auparavant. Pas de la confusion, mais le grincement mental de pilotes essayant de réconcilier ce qu'ils venaient d'entendre avec tout ce qu'on leur avait enseigné. Le lieutenant Bobby Johnson, l'un de leurs chefs de formation les plus stables, leva la main avec hésitation. « Monsieur, dites-vous que nous pouvons réduire le régime à 1600 et utiliser 30 pouces de mercure de pression d'admission ?»« C'est correct, » répondit Lindbergh. « Les économies de carburant vont de 50 à 100 gallons par mission, selon les conditions et la durée du vol. » Le silence s'approfondit. MacDonald observa les visages de ses pilotes, lisant le mélange d'espoir et d'horreur jouant sur leurs traits. Espoir parce que plus longue portée signifiait de meilleures chances de survie, plus de flexibilité tactique, et la capacité d'atteindre des cibles qui avaient été hors de leur portée. Horreur parce que chaque instructeur de vol, chaque manuel technique, chaque école de moteur leur avait enseigné le même principe fondamental, ne jamais fonctionner en surcarré. Le capitaine Jim Watkins exprima ce que tout le monde pensait. « Monsieur Lindbergh, cela va brûler nos moteurs. On nous a toujours dit que bas régime avec haute pression d'admission cause de la détonation. On vous a mal renseigné, » interrompit Lindbergh, sa voix portant l'autorité tranquille de la certitude absolue. « La technique fonctionne parce que vous maintenez une haute pression d'admission tout en réduisant le régime, pas en faisant fonctionner les 2 élevés simultanément. Combiné avec des réglages de mélange auto-pauvre au lieu d'auto-riche, cela réduit la consommation de carburant à environ 70 gallons par heure au total. Le lieutenant Thomas Hayes, à peine 22 ans, et portant encore l'intensité désireuse de quelqu'un qui avait obtenu son diplôme d'école de pilotage 6 mois plus tôt, fit les mathématiques à voix haute. 70 gallons par heure contre nos 100 actuels plus. C'est presque une réduction de 30%. Plus que cela, répondit Lindbergh. Volant à 185 miles par heure de vitesse air indiquée, cette technique fournit environ 2,6 miles par gallon. Votre rayon de combat s'étend de 570 miles à 700, possiblement 750 miles, selon les conditions. Les chiffres restèrent suspendus dans l'air humide, comme des obus d'artillerie attendant de détonner. MacDonald pouvait voir ses pilotes effectuer des calculs, essayant de saisir ce que ces chiffres signifiaient en termes pratiques. 750 miles de rayon de combat se traduisaient par des missions qu'ils avaient précédemment considérées impossibles. Des frappes profondes en territoire, tenues par les Japonais qui avaient été au-delà de leur enveloppe de carburant. Mais la résistance allait plus profond que de simples mathématiques. Ces hommes avaient survécu au combat en suivant des procédures qui maintenaient leurs moteurs en marche et leurs avions en vol. Les moteurs Allison Phi 1710 de leur P-38 étaient assez capricieux, dans des conditions normales. Bricolés avec des réglages d'équipage établis semblaient comme jouer avec leur vie. « Monsieur », dit le major Pete Peterson, vétéran de mission sur Rabaul, qui avait gagné son scepticisme par expérience dure. Chaque ordre technique que nous avons vu met en garde contre l'opération en surcarré, le risque de cognement moteur, dommages au piston. La procédure apparaît controversée parce qu'on vous a entraîné à croire qu'elle endommagerait les moteurs, répondit patiemment Lindbergh. Mais considérez la source de cette formation. Combien de vos instructeurs avaient de l'expérience avec le vol de croisière longue distance soutenu? Combien avaient opéré ces groupes motopropulseurs spécifiques dans des conditions d'endurance prolongées? La question allait au cœur de leur dilemme. L'entraînement de vol militaire se concentrait sur les manœuvres de combat, le vol en formation et le tir. Pas le genre de technique de croisière longue distance efficace que Lindbergh avait perfectionné pendant ses décennies d'aviation civile.
Les ordres techniques étaient rédigés par des ingénieurs qui priorisaient la longévité du moteur sur la portée opérationnelle, supposant que la capacité en carburant plutôt que la consommation déterminerait les limites de mission. Le lieutenant-colonel Smith, qui était resté silencieux pendant l'explication de Lindbergh, prit finalement la parole. « Monsieur Lindbergh, vous nous demandez de voler des missions de 9 heures. 7 heures dans un cockpit de Lightning est déjà une torture. Assis sur l'équipement d'urgence, gérant les caprices du système d'oxygène, combattant la fatigue qui affecte le jugement. » Il fit un geste vers les pilotes assemblés. 9 heures semblent au-delà de l'endurance humaine. MacDonald hocha la tête gravement. Les défis physiques étaient réels et ne pouvaient pas être ignorés. Les cockpits du P-38 étaient exigus dans les meilleures circonstances, et les longues missions signifiaient rester assis sur des parachutes, radeaux de secours et équipements de survie pendant des heures. Les masques à oxygène devenaient de plus en plus inconfortables. Les casques radio causaient des points de pression, et la tension mentale de navigation au-dessus d'un océan sans relief épuisait même les pilotes expérimentés. Le défi d'endurance est légitime, reconnut Lindbergh. Mais considérez l'alternative. Combien de pilotes avez-vous perdu à cause de la famine de carburant ? Combien de missions ont été avortées parce que les marges de carburant ne permettaient pas suffisamment de temps au-dessus de la cible ? La question toucha juste parce que chaque pilote dans la salle connaissait les réponses. Trop de bons hommes avaient disparu au-dessus du Pacifique, leurs avions disparaissant simplement lorsque le carburant s'épuisait à des centaines de miles de la Terre. D'autres avaient été forcés de faire demi-tour avant d'atteindre leurs objectifs, permettant aux installations ennemies de rester opérationnelles, par manque de carburant suffisant pour terminer les attaques. Le choix n'est pas entre le confort et l'inconfort, continua Lindbergh calmement. C'est entre des techniques éprouvées qui étendent votre capacité opérationnelle et des méthodes conventionnelles qui peuvent limiter votre efficacité inutilement. MacDonald étudia les visages autour de lui, lisant le mélange de curiosité et d'inquiétude dans leurs expressions. C'étaient des vétérans de combat qui avaient appris à faire confiance à leur équipement et à leur formation, mais ils étaient aussi des pragmatiques qui comprenaient que la survie dépendait souvent de l'adaptation à de nouvelles informations. « Monsieur Lindbergh, dit finalement MacDonald, seriez-vous prêt à démontrer cette technique lors d'une véritable mission de combat ?» Le matin du 3 juillet se leva clair au-dessus d'Hollandia, avec une visibilité s'étendant jusqu'à l'horizon pour la première fois en une semaine. MacDonald se tenait à côté de son P-38 Lightning à 5h30, regardant les équipes au sol terminer leurs inspections avant vol, tandis que l'air tropical portait encore la fraîcheur relative de la nuit. La mission d'aujourd'hui testerait tout ce que Lindbergh avait affirmé sur la gestion du carburant, un aller-retour de 1280 miles qui pousserait même la planification conventionnelle du carburant à ses limites absolues. Lindbergh émergea de la tente des opérations portant son équipement de vol avec les mouvements délibérés de quelqu'un qui avait effectué ce rituel des milliers de fois. Sa combinaison de vol empruntée lui allait raisonnablement bien que MacDonald remarqua qu'il portait des bottes de vol civiles au lieu de l'équipement militaire standard. Plus révélateur était la facilité avec laquelle il manipulait son équipement, harnais de parachute, gilet de sauvetage Mae West, masque à oxygène et kit de survie disposés avec l'efficacité d'une longue pratique. Le temps semble bon pour la démonstration, observa Lindbergh en regardant vers l'horizon est, où le soleil commençait à dissiper la brume nocturne. La visibilité devrait rester claire pour la navigation, et les vents sont minimes. MacDonald hocha la tête, bien que son attention soit concentrée sur les calculs de carburant qu'il avait effectués 3 fois pendant la nuit. Les réglages de croisière standard nécessiteraient chaque goutte de capacité de carburant interne, avec pratiquement aucune réserve pour les manœuvres de combat ou les vents contraires inattendus. Si la technique de Lindbergh ne parvenait pas à fournir les économies promises, il calculerait des ratios de planée au-dessus de l'océan. « Tommy vole sur votre aile aujourd'hui », dit MacDonald en indiquant où le major Thomas Maguire terminait sa propre inspection avant vol 2 avions plus loin sur la ligne de vol. Il surveillera de près votre consommation de carburant. Maguire leva les yeux à la mention de son nom, offrant un bref salut de la main. Le deuxième as, le plus prolifique d'Amérique, s'était porté volontaire pour cette mission spécifiquement pour observer les méthodes de Lindbergh dans des conditions de combat. Si la technique de gestion du carburant fonctionnait pour quelqu'un avec le style de vol agressif de Maguire, elle fonctionnerait pour n'importe qui dans l'escadron. Le briefing avait été simple.
Patrouiller les secteurs au nord-est de leur position actuelle avec de possibles opportunités d'attaque au sol contre des installations d'approvisionnement japonaises sur plusieurs petites îles. Rien d'extraordinaire selon leurs normes récentes, mais la distance impliquée testerait à la fois l'efficacité du carburant et l'endurance humaine. Lindbergh grimpa dans son cockpit avec une efficacité pratiquée, ses mouvements économiques et précis. MacDonald le regarda parcourir sa liste de vérification, notant que le pilote civil prenait un temps supplémentaire avec les configurations du système de carburant. Contrairement à la procédure militaire standard, Lindbergh ajusta ses commandes de mélange sur des réglages autopauvres avant le démarrage du moteur, et ses commandes d'hélice étaient réglées pour des RPM plus bas que tout pilote de P-38 avait été formé à utiliser. Le démarrage du moteur se déroula normalement, les deux Allison C 1710 prenant vie avec leurs gémissements caractéristiques, alors que les turbocompresseurs montaient en vitesse de fonctionnement. Mais une fois l'autorisation de roulage accordée, MacDonald remarqua immédiatement la différence. Les moteurs de Lindbergh fonctionnaient nettement plus silencieusement que les réglages standards, leurs notes d'échappement plus profondes et moins agressives. Tour d'Hollandia, Lightning Flight demandant l'autorisation de décollage, transmis MacDonald. Lightning Flight autorisé au décollage, piste 27, vent calme, visibilité illimitée. Les 4 P-38 décollèrent en formation, montant régulièrement à travers 3000 pieds alors qu'ils se dirigeaient vers le nord-est vers leur zone de patrouille. MacDonald garda ses manettes des gaz et commandes de mélange au réglage réglementaire, tout en maintenant un contact visuel avec l'avion de Lindbergh, volant sur son aile droite. Même pendant la montée, il pouvait voir que les moteurs de Lindbergh semblaient développer une puissance identique malgré leurs différentes configurations. À l'altitude de croisière, la démonstration commença sérieusement. La voix de Lindbergh vint à travers la radio avec une précision technique. Réduction des RPM à 1600, pression collecteur 30 pouces, mélange autopauvre, vitesse indiquée 185. MacDonald vérifia ses propres instruments. Son avion consommait du carburant au taux attendu, environ 52 gallons par heure par moteur, ou 104 au total. Mais l'observation visuelle suggérait que l'avion de Lindbergh maintenait une vitesse et une altitude identiques malgré ses réglages de moteur radicalement différents. La première heure passa sans incident, la navigation se déroulant exactement comme prévu. MacDonald se retrouva à vérifier les instruments de débit de carburant plus fréquemment que d'habitude, comparant ses taux de consommation au calcul de planification de mission. Tout correspondait aux performances attendues, ce qui rendait l'affirmation de Lindbergh de plus en plus significative. Si le pilote civil réalisait effectivement 30% d'économie de carburant, tout en maintenant les performances de croisière, les implications pour les opérations du Pacifique étaient stupéfiantes. La voix de Maguire brisa le silence radio à la marque d'1 heure, 30 minutes. « Chef, je montre un débit de carburant environ 20% en dessous de la normale pour cette phase de vol. » La transmission confirma ce que MacDonald avait commencé à soupçonner. Même Maguire, volant avec des réglages de croisière standard, mais observant de près la technique de Lindbergh, adoptait inconsciemment une gestion de puissance plus efficace. L'effet psychologique de regarder la conservation du carburant en action influençait les habitudes de vol à travers la formation. 2 heures après le début de la mission, ils rencontrèrent leur première situation tactique. Les rapports de renseignement avaient indiqué un possible trafic de barges japonaises près de l'île de Samate, et la reconnaissance visuelle confirma plusieurs cibles ancrées dans une crique protégée. La procédure d'attaque standard nécessitait des passes à grande vitesse avec des réglages de pleine puissance. Exactement le genre de manœuvre gourmande en carburant qui rendait dans les missions longue distance problématiques. Lightning Flight. Ici le chef. Zone cible devant. Préparez-vous pour l'attaque au sol. MacDonald poussa ses manettes des gaz vers l'avant, sentant les 2 moteurs répondre avec une puissance accrue alors que le débit de carburant sautait au réglage de combat maximum. La course d'attaque se déroula normalement, approche en piqué, multiples passes de mitraillage et manœuvres défensives pour éviter le feu anti-aérien, mais il remarqua que Lindbergh maintenait la formation tout au long de l'engagement. Son avion répondait normalement aux demandes de puissance de combat, malgré sa configuration de croisière non conventionnelle. L'engagement dura 12 minutes, avec tous les 4 avions dépensant des munitions importantes contre les barges et les installations côtières. Pendant la montée de retour à l'altitude de croisière, MacDonald réinitialisa ses moteurs au réglage longue distance standard, tout en surveillant le carburant restant.
La puissance de combat avait consommé du carburant au taux attendu, lui laissant environ 60% de capacité pour le vol de retour. Chef, vérification carburant. Transmis MacDonald. 2 montrant 60% restant, vint la réponse de Maguire. 3, 58%. 4, 72% restant, rapporta Lindbergh calmement. MacDonald vérifia 2 fois sa radio, certain d'avoir mal entendu la transmission. 72%. Après 2 heures de vol de croisière et 12 minutes de manœuvre de combat, Lindbergh avait encore près de 3/4 de sa charge de carburant restante. Les chiffres étaient impossibles, selon tout ce que MacDonald comprenait de la consommation de carburant du P-38. Répétez carburant restant, 72% confirmé, répondit Lindbergh. Le débit de carburant pendant la croisière a été en moyenne d'environ 70 gallons par heure au total. Les mathématiques étaient indéniables, alors que l'avion de MacDonald avait consommé environ 200 gallons pendant la première phase de leur mission. Lindbergh n'avait utilisé que 140 gallons pour une distance et un temps de vol identiques. La réduction de 30% de la consommation était exactement ce qu'il avait promis lors du briefing, mais l'avoir démontré dans des conditions de combat transformait les possibilités théoriques en réalité opérationnelle. Le vol de retour fournit une confirmation supplémentaire. Malgré le maintien de la vitesse et de l'altitude en formation, la consommation de carburant de Lindbergh resta constamment inférieure au réglage de croisière standard. Au moment où Hollandia entra en vue, MacDonald calculait des marges de carburant qui semblaient presque luxueuses, comparées à leur planification habituellement serrée. L'atterrissage révéla toute l'étendue du succès de la démonstration. Les équipes au sol commencèrent immédiatement les mesures de carburant en utilisant des jauges calibrées pour déterminer la consommation exacte de chaque avion. MacDonald était revenu avec 18% de carburant restant, adéquate pour l'achèvement de la mission, mais offrant peu de réserve pour des circonstances imprévues. Lindbergh sortit de son cockpit avec 34% de carburant encore dans ses réservoirs. Le scepticisme se fissura d'abord parmi les équipes au sol. Le sergent technique Mike Kowalski travaillait sur des moteurs de P-38 depuis avant Pearl Harbor, et il comprenait la consommation de carburant comme un banquier comprenait les intérêts composés, par l'observation quotidienne et méticuleuse de chiffres qui ne mentaient jamais. Lorsque le Lightning de Lindbergh revenait régulièrement de mission avec des lectures de carburant qui défiaient tous les manuels que Kowalski avait étudiés, le mécanicien vétéran commença à poser des questions qui traversèrent la hiérarchie militaire. « Colonel MacDonald, monsieur, dit Kowalski après la 5e mission consécutive où la consommation de carburant de Lindbergh était de 30%, inférieure au taux standard. Soit ce civil a des moteurs magiques, soit tout ce qu'on nous a appris sur les réglages de croisière est faux. » MacDonald se retrouva à hocher la tête plus fréquemment pendant ces conversations. Les preuves s'accumulaient avec une précision mathématique qui ne pouvait être rejetée ou expliquée. Mission après mission, Lindbergh revenait avec des quantités de carburant qui auraient dû être impossibles compte tenu des distances parcourues et du temps en vol. Plus significativement, ces moteurs ne montraient aucun signe des dommages que la doctrine militaire insistait résulteraient d'une opération surcarrée. La résistance des pilotes s'avéra plus tenace que les preuves mécaniques. Le lieutenant Hayes, qui s'était porté volontaire pour essayer la technique de Lindbergh lors d'un vol d'entraînement, revint de sa première tentative, visiblement secoué par la pression psychologique de faire fonctionner des moteurs dans des configurations qui contredisaient tout ce qu'on lui avait appris. « Ça semblait faux tout le temps, monsieur », rapporta-t-il à MacDonald, comme attendre que quelque chose explose. Mais Hayes rapporta également une consommation de carburant qui correspondait presque exactement aux affirmations de Lindbergh. 73 gallons par heure au total comparé à son taux habituel de consommation de plus de 100 gallons. Les jauges de carburant du lieutenant ne se souciaient pas de son confort psychologique. Elles enregistraient simplement la réalité mathématique d'une efficacité améliorée. Le major Peterson représenta la dernière résistance de la vieille garde contre la nouvelle technique. Un vétéran de mission au-dessus de positions japonaises, lourdement défendues, Peterson avait survécu en suivant des procédures qui maintenaient son avion en vol lorsque d'autres pilotes poussaient leur chance trop loin. « Monsieur Lindbergh, dit-il, lors d'une discussion particulièrement animée dans l'attente des opérations, vous nous demandez de parier nos vies sur des techniques qui vont à l'encontre de tout ce que nous savons sur la gestion des moteurs. » La réponse de Lindbergh porta le ton patient de quelqu'un habitué au scepticisme technique. « Major, ce que vous savez sur la gestion des moteurs vient d'une formation conçue pour des exigences opérationnelles différentes, vol de courte durée,
réglage de puissance maximum et marge de sécurité conservatrice appropriée pour les environnements d'entraînement. Il fit un geste vers le tableau de planification de mission couvert de routes qui s'étendait sur des centaines de miles à travers un océan vide. Ces missions exigent des techniques d'efficacité qui ne faisaient déjà pas partie du programme militaire standard. La percée vint lors d'une mission à Wewak le 28 juillet. McDonald avait planifié la frappe comme une attaque en formation standard contre des installations d'approvisionnement japonaises, mais les rapports de renseignement suggéraient une forte opposition de chasseurs. Le genre de combat aérien prolongé qui testerait chaque aspect de la performance de l'avion dans les conditions les plus exigeantes possibles. Lindbergh vola sur l'aile de Maguire ce jour-là, se positionnant là où le pilote de combat le plus expérimenté de l'escadron pouvait observer ses techniques pendant un combat aérien réel. Le profil de mission nécessitait un transit de 400 miles vers la zone cible, suivi d'un engagement air-air potentiel, d'une attaque au sol et d'un vol de retour. Exactement le genre d'opération complexe où la gestion du carburant pouvait faire la différence entre le succès de la mission et le désastre. Ils rencontrèrent des avions japonais exactement comme le renseignement l'avait prédit. Une formation de bombardiers en piqué Mitsubishi K, 51 escortés par des chasseurs Zero, s'approchant de Wewak depuis le nord-ouest. L'engagement commença avec des tactiques standards, avantage d'altitude, attaques coordonnées et manœuvres agressives pour gagner des positions de tir. Mais alors que le combat aérien s'étendait au-delà de la durée normale, la consommation de carburant devint un facteur critique pour chaque pilote impliqué. McDonald observa le combat aérien se dérouler avec la précision détachée d'un commandant qui avait vu trop d'engagements similaires. Des P-38 manœuvrant contre des chasseurs japonais dans des parties d'échecs tridimensionnelles, où des décisions d'une fraction de seconde déterminaient la survie. La dépense de munitions, les taux de consommation de carburant et le positionnement tactique étaient tous pris en compte dans des calculs que les pilotes faisaient instinctivement, tout en tirant plusieurs jets dans des virages de combat. Le chef de la formation japonaise, plus tard identifié comme le capitaine Saburo Shimada, démontra le genre de vol agressif qui avait rendu les pilotes Zero légendaires pendant les premières années de guerre. L'avion de Shimada traversa les manœuvres défensives avec une précision qui suggérait des centaines d'heures de combat, forçant les pilotes américains à répondre avec des réglages de puissance maximum qui consommaient du carburant à des taux bien au-dessus de la consommation de croisière. La voix de Maguire crépita dans la radio pendant une brève accalmie dans l'engagement. Multiples bandits, munitions s'épuisant, carburant devenant un facteur. C'était le genre de situation qui séparait les pilotes de combat expérimentés de ceux qui n'avaient là pas encore appris à gérer plusieurs facteurs de crise simultanément. Munitions, carburant, capacité des avions ennemis, distance à la base et conditions météorologiques exigeaient tous une évaluation immédiate tout en maintenant la conscience situationnelle dans un combat tridimensionnel. L'avion de Lindbergh manœuvra à travers l'engagement avec le même contrôle précis qu'il démontrait pendant le vol de croisière. Aucun mouvement gaspillé, aucun réglage de puissance inutile et un positionnement tactique constant qui suggérait un confort complet avec les caractéristiques de maniement du P-38. Lorsque l'avion endommagé de Shimata se tourna directement vers Lindbergh dans ce qui semblait être une attaque par éperonage, la réponse du pilote civil fut immédiate et décisive. Le bref engagement se termina avec l'avion de Shimata spiralant vers l'océan, traînant de la fumée et des débris. Lindbergh avait remporté sa première et unique victoire aérienne de la guerre, mais la signification s'étendait au-delà du succès au combat individuel. Il avait prouvé que les techniques de croisière économes en carburant ne compromettaient pas l'efficacité au combat lorsqu'elles étaient appliquées par des pilotes qui comprenaient à la fois la gestion des moteurs et le pilotage tactique. Le vol de retour fournit la confirmation finale de la valeur pratique des techniques. La formation de McDonald était en vol depuis plus de 8 heures, incluant des manœuvres de combat prolongées à des réglages de puissance maximale. La planification standard du carburant aurait laissé la plupart des pilotes calculer des options d'atterrissage d'urgence ou envisager des amérissages si les vents contraires augmentaient. Au lieu de cela, ils atterrirent à Hollandia avec des réserves de carburant qui semblaient presque luxueuses. McDonald toucha le sol avec assez de carburant restant pour 1 heure supplémentaire de vol. Maguire, qui avait expérimenté avec des réglages de croisière modifiés tout au long de la mission, signala des marges similaires. Mais les jauges de carburant de Lindbergh montrèrent des quantités qui semblaient toujours impossibles. Assez de carburant restant pour près de 2 heures supplémentaires de temps de vol.
Les inspections après vol des équipes au sol ne révélèrent aucun dommage moteur, aucun schéma d'usure inhabituel et aucun problème mécanique qui suggérerait des effets néfastes du fonctionnement surcarré. L'examen détaillé de Kowalski des moteurs de Lindbergh montra en fait une usure légèrement moindre que celle d'avions, comparables exploités sous des réglages standards, suggérant que les techniques de croisière efficaces pourraient en fait prolonger la durée de vie du moteur, plutôt que la raccourcir. La nouvelle du succès au combat se répandit à travers le 475e groupe de chasse, avec la vitesse de toutes les nouvelles militaires importantes. Lindbergh avait démontré l'efficacité énergétique dans les conditions opérationnelles les plus exigeantes, prouvé l'efficacité au combat contre des pilotes ennemis expérimentés et était revenu avec un état du moteur qui contredisait tous les avertissements sur les dommages surcarrés. Le major Peterson approcha MacDonald ce soir-là avec le respect réticent de quelqu'un dont le scepticisme professionnel avait été surmonté par des preuves indéniables. « Colonel, je voudrais demander la permission d'essayer les techniques de M. Lindbergh lors de la mission de patrouille de demain. » Le barrage avait finalement cédé. En une semaine, chaque pilote de l'escadron expérimentait avec des réglages de régime réduits et des mélanges autopauvres. Les résultats correspondaient aux prédictions de Lindbergh avec une cohérence mathématique, 30% d'économie de carburant, capacité de portée étendue et aucun problème mécanique qui n'avait pas été prédit par une doctrine d'entraînement obsolète. MacDonald réalisa qu'ils avaient été témoins de plus qu'une démonstration technique. Ils avaient vu des connaissances institutionnelles remises en question et renversées par des preuves qui ne pouvaient être rejetées ou ignorées. En août 1944, la transformation était complète. Ce qui avait commencé comme la suggestion controversée d'un civil était devenu une procédure opérationnelle standard dans chaque unité de P-38 du théâtre du Pacifique. Les manuels de vol furent hâtivement révisés, les ordres techniques réécrits, et les pilotes instructeurs se retrouvèrent à enseigner des techniques qui contredisaient directement tout ce qu'ils avaient appris pendant leur propre formation. La révolution institutionnelle s'était produite avec une rapidité étonnante, motivé par des résultats que les commandants ne pouvaient ignorer. MacDonald se tenait dans la tente des opérations, étudiant les tableaux de planification de mission qui auraient été impossibles quelques mois seulement auparavant. Les routes s'étendaient profondément en territoire tenu par les Japonais, 950 000 allers-retours vers Balikpapan, patrouille prolongée au-dessus de la mer des Célèbes, mission d'escorte qui poussait les capacités du P-38 à des limites que la doctrine précédente avait considérées comme fantaisistes. Les chiffres racontaient l'histoire avec une précision mathématique. Le rayon de combat augmentait de 570 000 à 750 000, la consommation de carburant réduite de 30% et la capacité de mission élargie de 40% en temps de vol. Le colonel Lewis s'approcha avec les derniers rapports opérationnels, son expression portant le regard satisfait d'un officier dont les problèmes tactiques avaient été résolus par une innovation inattendue. Le 432e escadron a terminé une mission d'escorte de 8 heures vers Bornéo hier. Il rapporta formation complète, aucune urgence de carburant, réserves adéquates pour les manœuvres de combat au-dessus de la cible. L'importance n'échappait pas à MacDonald. Les missions de 8 heures avaient été des discussions théoriques 4 mois seulement auparavant. Maintenant, elles représentèrent des opérations de routine que les pilotes planifiaient avec confiance, plutôt qu'avec un espoir désespéré. La transformation psychologique correspondait à l'avancement technique. Les équipages ne calculaient plus les marges de carburant avec la précision sinistre d'hommes s'attendant à mourir de réservoirs vides au-dessus d'un océan sans fin. Le sergent-chef technique Kowalski était devenu un expert inattendu des nouvelles procédures, formant les équipes au sol dans tout le Pacifique sur les réglages de mélange et la gestion de puissance qui maximisaient l'efficacité énergétique. Ces rapports de maintenance montraient systématiquement un état du moteur, qui correspondait ou dépassait les paramètres opérationnels standards, réfutant définitivement des décennies d'avertissements sur les dommages surcarrés. Le colonel Kowalski rapporta lors d'une de leurs réunions régulières de maintenance. Les moteurs exploités sous les réglages de M. Lindbergh montrent en fait moins d'usure que les avions comparables fonctionnant à la puissance de croisière standard. Des températures de combustion plus basses, un stress mécanique réduit et une atomisation améliorée du carburant prolongent la durée de vie plutôt que de la raccourcir. La justification technique représentait plus qu'une validation mécanique. Elle suggérait que les connaissances institutionnelles, codifiées dans les manuels de formation et perpétuées par l'instruction militaire, pouvaient être fondamentalement erronées sur les principes opérationnels de base.
Les implications allaient assez bien au-delà de la consommation de carburant dans des questions sur la façon dont les organisations militaires évaluaient et adoptèrent de nouvelles informations. Le lieutenant Hayes, désormais l'un des défenseurs les plus vocaux de l'escadron pour les nouvelles techniques, avait personnellement volé plus de 200 heures en utilisant les méthodes de Lindbergh. Son carnet de vol documentait des économies de carburant qui s'accumulaient en avantages tactiques mesurables en efficacité au combat. « Monsieur, dit-il à MacDonald lors d'un débriefing de mission, la patrouille d'hier vers Halmahera aurait été impossible sous les anciens réglages de croisière. Nous avons volé pendant 9 heures, engagé des avions ennemis au-dessus de la cible et atterri avec du carburant restant pour 1 heure supplémentaire de vol. L'élément humain s'était révélé aussi adaptable que les systèmes techniques. Les pilotes initialement préoccupés par les missions d'endurance de 9 heures découvrirent que le bruit et les vibrations réduits du moteur grâce au réglage de régime plus bas diminuaient en fait la fatigue pendant les vols prolongés. Le confort du cockpit s'améliora, les demandes du système d'oxygène restèrent gérables et la pression psychologique des calculs de carburant diminua à des niveaux acceptables. Le major Maguire était devenu le défenseur le plus efficace des techniques parmi les pilotes de combat. Sa réputation avait du poids dans toute la communauté des chasseurs, et son soutien aux méthodes de Lindbergh influença les pilotes dans plusieurs escadrons. L'ancienne façon de penser, la gestion du carburant nous tuait, observa Maguire lors d'un rassemblement de chefs d'escadron. Non pas par défaillance mécanique, mais par des limitations auto-imposées qui nous empêchèrent d'atteindre des cibles qui auraient dû être à notre portée. Les implications stratégiques devinrent apparentes lorsque les planificateurs de mission réalisèrent que les unités de P-38 pouvaient maintenant frapper des cibles précédemment réservées aux bombardiers à plus longue portée. Les installations japonaises, qui avaient été hors de portée des chasseurs, étaient soudainement accessibles aux formations capables de voler près de 10 heures avec des réserves de carburant adéquates pour les opérations de combat. L'équilibre tactique dans le Pacifique bascula lorsque les chasseurs américains gagnèrent une portée opérationnelle qui correspondait aux vastes distances de la guerre océanique. La nouvelle de la percée en efficacité énergétique se répandit par des canaux non officiels qui connectaient les pilotes de P-38 dans tout le théâtre du Pacifique. Les commandants d'escadron de l'Australie aux Aléoutiennes commencèrent à demander des briefings détaillés sur les techniques de croisière qui promettèrent d'étendre leurs capacités opérationnelles. Le réseau informel de communication qui existait parmi les pilotes de chasse transportait l'information technique plus rapidement que les canaux militaires officiels. MacDonald se retrouva à gérer des demandes d'unités aussi éloignées que le théâtre Chine-Birmanie-Inde, où les pilotes de P-38 faisaient face à des limitations de portée similaires, sur un terrain également difficile. Les techniques que Lindbergh avait démontrées au-dessus des eaux du Pacifique se révélèrent tout aussi efficaces au-dessus des pics himalayens et des jungles birmanes, confirmant que les principes d'efficacité énergétique transcendaient les environnements opérationnels spécifiques. À la fin de 1944, les escadrons d'entraînement aux États-Unis avaient incorporé les nouvelles procédures de croisière dans les programmes d'instruction standards. Les pilotes nouvellement diplômés arrivaient dans les unités de combat du Pacifique déjà familiers avec des techniques que leurs prédécesseurs avaient apprises par essais et erreurs dangereux en territoire hostile. La courbe d'apprentissage institutionnel avait été compressée de mois d'expérience au combat en semaines de formation systématique. Les preuves statistiques devinrent accablantes à mesure que les rapports opérationnels s'accumulaient. Les taux de survie des pilotes s'améliorèrent, de manière mesurable à mesure que les urgences liées au carburant diminuaient. Les taux de réussite des missions augmentèrent, alors que les formations pouvaient rester au-dessus des zones cibles pendant des périodes prolongées. Les installations ennemies, précédemment protégées par la distance, devinrent vulnérables à des attaques régulières par des chasseurs capables de les atteindre avec des réserves de carburant adéquates. Le départ de Lindbergh de Hollandia, en août 1944, marqua la fin de son implication directe dans les opérations du Pacifique, mais sa contribution technique continua d'influencer l'efficacité au combat tout au long des années de guerre restantes. Il laissa derrière lui un cadre de pilotes et d'équipes au sol qui comprenaient les principes de gestion du carburant qui serviraient de connaissances fondamentales pour le développement d'avions à réaction dans l'ère d'après-guerre. La leçon institutionnelle s'étendit au-delà de l'aviation, dans des questions plus larges sur la doctrine militaire et l'innovation. La percée en efficacité énergétique du P-38 avait démontré que la sagesse conventionnelle, même lorsqu'elle était soutenue par des programmes de formation étendus et de la documentation technique, pouvait être fondamentalement incorrecte sur les principes opérationnels de base.
La vitesse à laquelle les nouvelles techniques remplacèrent les procédures établies suggérait que les organisations militaires pouvaient s'adapter rapidement lorsqu'elles étaient présentées avec des preuves qui ne pouvaient être rejetées. Le rapport de mission finale de MacDonald aux quartiers généraux supérieurs quantifia la transformation en termes qui parlaient directement aux planificateurs stratégiques. Rayon de combat étendu de 30 et 1%, consommation de carburant réduite de 30%, capacité de durée de mission augmentée de 40%. Ces chiffres se traduisaient en avantages tactiques qui influencèrent la planification de campagnes aériennes dans tout le théâtre du Pacifique et établirent des précédents pour les opérations de chasseurs à longue portée qui se poursuivraient pendant la guerre de Corée et au-delà. La révolution silencieuse qui avait commencé avec la suggestion d'un civil d'essayer différents réglages de moteur avait fondamentalement changé la façon dont l'avion de chasse, le plus important de l'Amérique, fonctionnait dans le plus grand théâtre de guerre du monde. La leçon était à la fois simple et profonde. Parfois les experts ont tort, et parfois économiser du carburant signifie gagner des batailles.